Salam alaikum, Azul, bonsoir. 4 embarcations avec à leur bord plus de 50 harragas ont chaviré au large des côtes espagnoles. Tous les passagers, dont des femmes et des enfants, ont disparu. 12 autres harragas ont été secourus par les gardes-côtes espagnols. Plusieurs centaines de harragas algériens ont été interceptés par les autorités espagnoles en l'espace de 2 semaines seulement. Et nombreux parmi eux ont été remis en liberté. Des centaines d'autres ont pu passer à travers les mailles du filet au cours de ces 2 dernières semaines seulement. Les harragas étaient jusque-là de jeunes hommes, mais il y a désormais parmi eux, et de plus en plus, des familles, des femmes, des enfants en bas âge. C'est une tragédie indicible, une hémorragie, une pratique désormais massive qui laisse imaginer toute la détresse des Algériens qui ne rêvent plus que de pouvoir quitter leur pays et qui préfèrent risquer leur vie plutôt que de rester dans ce pays qui leur a été volé, où ils ne se sentent plus chez eux, où les horizons sont bouchés. Les réseaux de passeurs se sont étoffés et les points de départ se sont multipliés sur toute la longueur des côtes algériennes. Ces passeurs ont acquis une expérience remarquée, puisque la plupart des embarcations, des go-fast, ne sont plus abandonnées sur les plages espagnoles, mais reviennent au pays pour embarquer de nouveau d'autres harragas dans un cycle infernal de chassés-croisés. La complicité des gardes-côtes algériens ne laisse plus de doute, mais il reste à en comprendre les causes. Simple question de corruption ou des motivations autrement plus complexes, autrement plus politiques, peut-être même une volonté délibérée du régime d'encourager les jeunes à partir, une sorte de soupape pour vider le Hirak de ses éléments les plus déterminés. Le prix de la traversée a très fortement augmenté. Plus de 70 millions de centimes par passager, l'équivalent de 35 fois le SMIC. Et c'est dire que la véritable raison de cette migration ne réside pas dans les seules explications économiques, même si pour la plupart des cas, le paiement de cette très forte somme provient de la solidarité de parents et d'amis qui cotisent pour permettre à l'un des leurs de pouvoir fuir le pays. Comment expliquer alors cette opiniâtreté, cet acharnement suicidaire d'arrachement, que rien ne semble décourager malgré le nombre effarant de victimes? La Méditerranée est devenue un immense cimetière. Et les scènes morbides de cadavres qui sont ballottés par les flots ou rejetés sur les plages des 2 rives de la Méditerranée sont devenues quasi quotidiennes. Oui, comment expliquer cette hémorragie? Pourquoi les Algériens, y compris ceux qui disposent de moyens financiers acceptables, cherchent-ils à quitter leur pays? Et comment ce régime, qui se dit une puissance régionale, une puissance de frappe, un État pivot, dont les gardes-côtes disposent de moyens énormes et d'équipements ultra sophistiqués. Comment un tel potentiel de surveillance des côtes peut-il être aussi impuissant devant un tel phénomène? N'est-il pas alors légitime de se demander comment une puissance régionale ne peut pas empêcher le départ de plusieurs centaines de harragas par semaine? Comment une telle puissance
pourrait-elle alors empêcher l'infiltration de centaines d'ennemis qui viendraient dans l'autre sens pour débarquer sur nos côtes, par milliers, s'ils le voulaient? N'est-ce pas logique de poser cette question? Et cette puissance qui ne peut pas intercepter ceux qui partent, elle ne pourra pas non plus intercepter ceux qui pourraient venir, n'est-ce pas? Nous poserons la question à nos invités et nous vous la posons à vous aussi qui regardez nos programmes. Merci de nous dire votre avis et de profiter de la journée d'ouverture du Standard pour nous éclairer, pour essayer tous ensemble, non pas seulement de comprendre, mais aussi de lutter contre ce fléau, contre cette immense tragédie. Et merci donc de nous appeler, d'appeler Lotfi le soir, pour essayer de nous expliquer, de nous dire votre avis. Grave recrudescence de l'émigration clandestine, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai ici avec moi Brahim Younsi, cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être là. Merci de m'inviter de nouveau. Bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir à vous. Merci beaucoup. Et à notre ami Chaban. Pour ne pas annoncer Karim. Karim. Voilà, je vous laisse le faire. Merci. Karim Naïtou Slimane, militant politique. Karim, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous animez un site en ligne, Algérie Émergence. Nous le signalons. Merci d'être là. Merci Jamaldine de l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Bonsoir aussi aux invités, Chaban et d'Abrahim Younsi. Nous aurons avec nous tout à l'heure Marie-Ange Colza, présidente du Centre international pour l'identification des migrants disparus, qui sera avec nous depuis l'Espagne. Mais nous allons d'abord accueillir Chaban Qassi, mon jeune confrère. Chaban, alors.
Rebonsoir Djameldine, rebonsoir aux invités, et puis on s'est vu tout à l'heure. Et bien évidemment, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Ce soir, Liberté qui revient donc sur la tragédie des Haraga, TSA avec les annonces d'Abdelmajid Tebboune, et puis Tariq News. On parlera de cette nouvelle direction anti-terroriste. Où est l'espoir, Djameldine, de 2019, où les Haraga, il y en avait de moins en moins, voire pas du tout. Malheureusement, j'ai envie de vous dire, tous les soirs, on est dans l'obligation de traiter cette douloureuse actualité. 1700 Haraga algériens ont débarqué sur les côtes espagnoles en 2 week-ends, le week-end dernier et celui-là. Voilà ce que dit notamment Marie-Ange Colza, que vous recevrez tout à l'heure. C'est l'exil total de la jeunesse algérienne. L'exil total, dit-elle, une augmentation qui a pris une dimension maintenant depuis plusieurs semaines totalement inédite et alarmante au cours de des 2 dernières semaines, mais pas que, puisque je vous le disais, c'est plus de 1700 Haraga algériens qui ont débarqué sur les côtes espagnoles. Il y a cette tragédie horrible. Quand vous parlez des... on le précise encore une fois. Oui. Quand vous parlez de ces 1500 qui ont débarqué 1700. sur les côtes, 1700 en l'espace de 2 semaines, ce sont ceux qui ont été interceptés. On est d'accord. Il faut toujours le rappeler, puisque ceux qui ne sont pas interceptés sont généralement beaucoup plus nombreux que ceux qui sont pris. Bien évidemment, ce sont des chiffres que les autorités obtiennent ou les associations lorsque ils voient arriver ces malheureux embarcations. Et c'est 2 week-ends, c'est pas 2 semaines, c'est sur les deux derniers week-ends. La tragédie horrible, vous en avez parlé, c'est 50 Haraga, donc morts, disparus, 4 embarcations donc, qui ont fait naufrage. Vous en parliez, Djameldine. Voilà ce que dit aussi Marie-Ange Colza. Il s'agit de jeunes qui considèrent qu'ils n'ont plus aucun avenir en Algérie. Il faut savoir que 99% d'entre eux demandent aux autorités espagnoles de ne pas rester en Espagne, mais d'arriver en France. C'est leur souhait. Le fléau, vous le connaissez, malheureusement, qui risque de se renforcer maintenant dans les semaines à venir, vu les difficultés économiques, sociales, politiques de l'Algérie, qui aujourd'hui prennent une ampleur de plus en plus conséquente. Et puis ces 12 jeunes Haraga, heureusement, qui ont survécu, qui ont été donc in extremis, donc sauvés par donc la garde civile, puisqu'ils ont perdu le fonctionnement de leur moteur. Il faut savoir que parmi les 40 000 migrants clandestins arrivés en Espagne en 2020, eh bien, il en a au moins 15 000 d'entre eux qui sont algériens. Des questions se posent aujourd'hui. Où sont les autorités algériennes, puisqu'en cherchant, il n'y a aucune réaction de n'importe quelle. Il y a des annonces, on va en parler maintenant. Ils n'en parlent pas du tout. Pas du tout. Avec nos recherches, déclaration. Aucune. Et puis je pense que si déclaration il y avait, je pense qu'Abdelmajid Tebboune en aurait parlé. Maintenant, avec ces annonces, on va en parler. Juste un chiffre, du 1er janvier au 14 septembre, on vous donnera les chiffres certainement demain. On compte à peu près 11 000 migrants espagnols, 11 000 migrants algériens, pardon, qui sont arrivés en Espagne. Mais voilà, c'est jusqu'au 14 septembre 2021. L'année n'est pas terminée. Abdelmajid Tebboune donc, a fait des annonces côté santé. Donc, le projet, vous le saviez, de fabriquer un vaccin algérien était annoncé il y a 6 mois. Les délais seraient donc acceptés. Ce vaccin, il ne sera pas russe, mais chinois. C'est le Coronavac exactement. Une production, a-t-il annoncé, le chef de l'État, commencera le 29 septembre avec, je cite, nos amis chinois. Dit-il, la solution, c'est la vaccination. L'objectif de vacciner 70% de la population avant fin 2021. Voilà ce qu'annoncent les autorités. Il faut savoir que jeudi dernier, selon le ministre de la Santé, 50% de la population a été vaccinée. Côté économie, Abdelmajid Tebboune nous parle d'une économie sous-développée, qu'il faudra passer de la rente à une économie de la connaissance et de la performance. C'est d'une économie désintégrée, dit-il, une économie où il n'y a pas d'échange intersectoriel, une économie orientée vers l'importation. Nous allons ouvrir, vous allez en parler peut-être, Djameldine, le capital à nos entreprises, à l'investissement, même à celui des banques. L'exportation hors hydrocarbures. Ils appellent même, Chaben, ils appellent les Algériens à investir dans le transport international. À un moment où ça fait 2 ans que l'espace aérien est littéralement fermé, y compris pour Air Algérie qui ne sont pas une contradiction. Pas du tout. Il y a un moment aussi, excusez-moi de vous interrompre, où le métro d'Alger est à l'arrêt
parce que la société qui le gérait est tout simplement est partie. Oui. La RATP. La RATP, et ils ont récupéré même les cartes mères. Et là, ils sont en incapacité totale de le gérer, de le faire fonctionner en interne. Et ils n'arrivent pas aussi, chose très curieuse, mais qui s'explique politiquement, ils n'arrivent pas à attirer une autre société pour lui sous-traiter la gestion, en fait. Parce que le pays est dans une instabilité. Tout à fait. Le transport visible. maritime. Tous les Algériens qui étaient venus avant que la frontière ne se ferme avec leurs voitures sont là. Ils sont là en Espagne, en Italie. Ceux qui sont déplacés avec leurs voitures ne peuvent pas rentrer. Ils attendent depuis 1 an et demi ou plus. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on lit beaucoup aussi sur les réactions des réseaux sociaux qu'il y a réellement de contradictions à chaque annonce. Abdelrahman Ben Bouzid annonce que 50% a été vacciné à l'heure actuelle et quand on lit les réactions, bien c'est pas du tout ça. Et vous en parliez aussi pour l'investissement au niveau des citoyens et citoyennes algériennes. Exportation hors hydrocarbures. Voilà ce que dit le chef de l'État. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, nous sommes sortis de la fourchette 1,8, 1,9 milliard de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Au moment où je vous parle, je cite toujours, nous sommes à 3,1 millions de dollars. Nous espérons terminer l'année avec 4 milliards. Nous espérons terminer l'année avec 4 ou 4,5 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Vous allez l'écouter tout à l'heure, elle est importante cette séquence, en haussant la voix. En haussant la voix, il s'est même emporté, voilà ce qu'il a dit. Les gens ne croient pas en la capacité de leur pays. L'Algérie est une force de frappe. Le monde entier reconnaît l'Algérie, sauf certains Algériens qui ne font que critiquer. Alors, je tiens à préciser quelque chose. Quand il dit nous avons exporté hors hydrocarbures 2 milliards et quelques, puis maintenant presque 3 milliards, il ne précise pas néanmoins que ceux qui sont en train d'exporter hors hydrocarbures sont des minerais. Ce sont des minerais, ce n'est pas le produit ou la création de richesse, c'est des minerais qu'ils exportent, qu'ils tirent du sol, tout fait, et qu'ils exportent, tout simplement. Les seules exportations de l'Algérie. Ça vous tient à cœur aussi, et ça tient à cœur aux Algériens, avant de vous quitter, l'allocation chômage. Je cite, la mise en œuvre de l'allocation de chômage dans 2 ou 3 mois. L'Algérie est le premier pays de sa taille à instituer une telle allocation. C'est une décision courageuse qui traduit notre souci de prendre en charge notre jeunesse. Et ce ne sera pas une allocation symbolique, mais un pré-salaire. On attend les chiffres. Ce sera suivant, je cite toujours, ce sera suivant les moyens disponibles dans chaque région. Alors, j'habite dans le sud, ça peut aller, j'habite dans le nord, ça ne va pas du tout. Elle sera mise en œuvre à 100% dans 2 ou 3 mois. Je vous le disais, concernant la révision du système des subventions, celui qui est dans le besoin doit prendre plus que celui qui est à l'abri du besoin ne prendra rien. L'État doit aider ceux qui ont un revenu insuffisant dans les produits de consommation, tant d'annonces dont vous parlerez ce soir, Jamaldine. Et pour terminer, à l'écran, Tariq News. Une nouvelle direction de la lutte contre le terrorisme. Parmi les dossiers que la direction entreprendra, notamment, figurent les dossiers des mouvements terroristes MAC et Rachad. Celui donc qui a été désigné pour diriger cette direction, c'est Djabar Mouhana, donc qui a été inclus dans les rangs de l'armée nationale, a été promu au grade de lieutenant. On lui a confié de nombreuses responsabilités. Mais il était aux côtés aussi du général Taufir, si je ne me trompe pas, mais vous en parlerez ce soir, certainement. Voilà, Jamaldine. Merci, Chaban, merci beaucoup. Alors, avant de commencer à en parler, nous allons écouter M. Tebboune. Inch'Allah. ماشية بالوتيرة اللي اختارتها نحو الأهداف اللي اختاريناها استرجاع الهيبة نتاع الدولة مش بصفة سلطوية. Ce n'est pas de l'autoritarisme. سلطة الدولة هي سلطة الشعب، هي سلطة أمة. باش تصبح الدولة محترمة والناس تطبق القانون. هنا الدولة القوية هي الوحيدة اللي قادرة تأسس الديمقراطية. دولة ضعيفة تجيب الفوضى، والفوضى كنا عشنا فيها لأن ما كانش فيه دولة. كل بلادها يأمنوا بالقدرات تاع الغير، هما دايرين روحهم ما. الجزائر قوة ضاربة. العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين.
تلقاهم نهار كامل هما يقزموا في البلاد، نهار كامل هما ينتقدوا، نهار معليش الانتقاد مليح، الانتقاد البناء يخليك يعني تفوت المراحل الأخرى، ولكن ما تقزمش بلادك. العالم كله عارفها باللي قوة جهوية، باللي قوة تجيب السلام في المنطقة، باللي قوة À vous, mes chers amis, Qawa, Jib Salam, Qawa, Darb, je sais pas quoi, Dariba, et qu'il ne peut pas empêcher des centaines de haragas de prendre la mer tous les jours que Dieu fait désormais. Parler de force de frappe, c'est un peu excessif. Et force qui ramène la paix dans la région. Oui. C'est quoi une force de frappe? Une force de frappe, d'abord, c'est la capacité d'un pays à intervenir militairement. Je ne crois pas que ce soit le cas de notre pays, hélas. Malgré l'omnipotence des militaires chez nous. L'armée algérienne est une armée destinée à faire la guerre à son propre peuple et pas se projeter vers l'extérieur ou vers la défense d'un ennemi éventuel ou potentiel. Ensuite, une force de frappe, c'est aussi la capacité d'un pays, sa capacité financière, la capacité financière d'un pays à relancer son économie. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Tout simplement parce que l'essentiel du budget va à l'armement. Ensuite, la force de frappe d'un pays, c'est également sa population, sa démographie et singulièrement sa jeunesse. Or, la jeunesse algérienne est en train de partir, de fuir, de s'en aller, ne se sent pas bien chez elle. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette question-là, des haragas, qui est un sujet extrêmement important et devenu central. Donc voilà, l'Algérie, hélas, on peut le faire passer, l'État algérien, pour un État pivot, pour une force de frappe, pour une puissance régionale, etc. Quand on a une population qui s'appauvrit de plus en plus, nous ne sommes pas une force de frappe, hélas. Karim. Très sincèrement, je préfère ne pas commenter les billevesées de Tebboune. Par contre, je préfère parler des images que vous nous avez montrées, de votre édito. Elles sont atroces, on s'en excuse, mais il fallait les montrer. C'est très difficile et je vous assure que moi, à titre personnel, lorsque je les ai vus circuler sur le web, sur Internet, j'ai fait tout mon possible pour les éviter. Donc je ne les ai pas vus. J'en ai eu connaissance, mais je ne les ai pas visionnés. Et donc là, je les vois comme ça en direct. D'abord, je présente mes condoléances aux familles de ces malheureux. Rabbi yarhamhum. Je présente mes condoléances aussi à tout le peuple algérien qui est meurtri dans sa chair. Et là, c'est là où la chair de la nation est touchée. Hein. C'est le capital de la nation qui est touché de la plus horrible des manières. Donc la nation est blessée, la nation est meurtrie. L'Algérie est actuellement est meurtrie. Et la situation actuelle en Algérie n'augure rien de bon. Et dans cette situation gravissime dans laquelle se retrouve le pays, on constate que cette personne qui a été désignée, qui a été installée au palais d'El Mouradia pour soi-disant représenter les Algériens, être président, on se retrouve finalement qu'il n'est pas et ils ne sont pas, tous ceux qu'il représente et tous ceux qui sont derrière lui, ils ne sont pas à la hauteur de ce peuple, ils ne sont pas à la hauteur de la situation et donc ne mériteraient pas de rester encore une minute à leur poste. C'est pour ça que moi je n'ai que amertume, condamnation, indignation, révolte contre ce qui se passe actuellement en Algérie, contre ce que subit actuellement le peuple algérien. Oui, Brahim Yotchi. Je voulais continuer sur la question de la force de frappe dont parle
Tebboune, un pays qui importe tout ne peut pas être une force de frappe. Si on ne lui fournit pas les pièces détachées, y compris de l'armement, ouais. il va rester sur place. Ce n'est pas une force de frappe. Ensuite, quand l'on n'est pas une autonome... force de frappe peut-être contre des voisins. Même, à la limite, il y a certains voisins qui sont trop faibles, trop fragiles, à la limite. Oui, mais sinon, d'autres voisins sont... Ou tu le pousses à l'escalade militaire. Tu achètes de l'armement et tu pousses les autres à s'armer aussi. Hélas, notre pays n'est pas autonome, militairement. Bien entendu. Et n'est pas autonome économiquement. Ouais. Pour être une véritable force de frappe. Si j'ai une remarque à dire sur ce sujet de force de frappe, je pense qu'on peut faire 2-3 remarques déjà sur ce que c'est que la force actuellement déjà dans le monde, sur ce que c'est que la guerre, pour dire que déjà ce personnage grotesque sort d'un autre âge complètement. Parce que pour lui, dans son imaginaire, il pense que les guerres se font toujours au corps à corps. Ouais. Alors qu'actuellement, déjà, les guerres militaires se font de moins en moins. La guerre, maintenant, s'est transformée. Il y a d'autres types de guerres qui se font. Je vous donne 2 exemples très concrets. Il faut savoir que la guerre actuellement déclarée entre la Chine et les États-Unis, lorsque Trump est monté au front, et c'est l'expression qu'il a utilisée, il est monté au front pour sauver les États-Unis, il l'a fait contre une entreprise chinoise, contre Huawei. Oui. Pourquoi ? Pas parce que la Chine les a bombardés ou quoi que ce soit, ou elle a montré ses biceps militaires ou quoi que ce soit. Non, parce que Huawei avait commencé à prendre de l'avance sur une nouvelle technologie. Absolument. Et donc, pour protéger les États-Unis, était monté au front à l'échelle économique. La même chose, actuellement, on vient d'assister à ciel ouvert à une bataille, une des batailles les plus féroces de cette guerre économique, de cette 3e guerre mondiale qui est en train de se passer, mais économiquement, en silence, entre la France et les États-Unis. Et on a vu comment ça s'est joué, cette partie de passe-passe diplomatico-financier, sur l'affaire des sous-marins, qui a coûté à la France plus de 50 milliards de dollars quand même. C'est un total de contrat de 53 milliards de dollars. Et là, quand on voit la réaction de Macron, la réaction des États-Unis, la réaction de l'Australie, on comprend très bien que c'est une guerre. Il s'agit de guerre où même les alliés entre eux se trahissent. Oui. Et au même moment, on voit un personnage poussiéreux, sorti d'un autre âge, venir parler d'une force de frappe. Puissance régionale. État pivot. Mais toute cette région n'a pas de puissance. Toute cette région déjà dans laquelle il parle, c'est une région où se disputent les grandes puissances mondiales. Et puis les armements que les uns et les autres sont en train d'acheter dans le Maghreb, ce sont des armements qui sont fournis par des puissances... Tout à fait. Et c'est même pas des armements, c'est des sous-armements. Vous savez, ils vont dans les vides-greniers de la Russie. Ça, au niveau militaire, c'est non, mais à la limite, les Sukhoi, par exemple, qu'ils ont achetés, c'est des aéronefs, c'est des avions de chasse ultra perfectionnés. Ouais. Mais ils ne pourront pas servir dans une guerre contre des puissances. Ils ne pourront servir que dans une guerre contre le voisin, à la limite. Et puis même avec les voisins, ça serait compliqué parce que, par exemple, c'est ce modèle d'avion de chasse, par exemple les Sukhoi. Ils utilisent des technologies qui passent par satellite. L'Algérie n'en a pas. Absolument. Donc, c'est-à-dire, pour actionner, par exemple, des frappes, il faudrait demander l'autorisation à la Russie pour passer par la... Non, mais c'est pour vous dire, moi, quand je vous dis, c'est vraiment de l'ordre de la brocante. Ils sont en train d'acheter du gadget. Et ça n'a point ni militairement... C'est de la bricole. Voilà. Alors, moi, je voudrais vous poser une question qui réellement m'a interpellé, qui est en train d'interpeller un peu tout le monde. D'abord, ce régime à l'endroit de ce problème de Haraga. D'abord, il n'en parle pas du tout. Ouais. Et il fait tout pour que ses relais n'en parlent pas. Ouais. Mais pire, au moment où il est en train de mettre les drapeaux en berne parce que certains des siens ont quitté ce monde dans leur lit à plus de 80 ans,
au moment où il prend le deuil pour ses... pardon? Non, non, non. Oui. Dans le même moment, il ne rend même pas, il ne présente même pas ses condoléances pour les 50 Algériens qui viennent de périr en mer. Il ne présente même pas ses condoléances à... Tout à fait. Cette question est douloureuse pour nous tous. Qui part? Qui périt en mer? Oui. Le Tchab. Ou le Tchab, mais Shabab, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Et votre invité de tout à l'heure l'a bien dit. Chaban l'a cité. Marie-Ange Colza? Oui, l'a bien dit tout à l'heure, que c'est la jeunesse qui arrive, c'est des jeunes. Oui. Alors, quelle est l'interprétation, à mon sens, de tout cela? D'abord parce que la jeunesse, partout dans le monde, mais singulièrement dans les pays comme le nôtre, est considérée comme la classe dangereuse. Et le pouvoir illégitime d'Alger la traite comme une classe dangereuse. Et puis, on l'a vu à Oran, hier ou avant-hier, je ne me souviens plus, cette bousculade pour des postes de travail. On va voir les images. Hein? On va voir. C'est-à-dire que les Algériens, la jeunesse algérienne veut travailler chez elle, d'abord. Donc, les départs, vous avez dans votre éditorial dit que ce pouvoir, s'il n'arrive pas à contrôler les départs de sa jeunesse, de sa population vers le large, comment pourrait-il contrôler ou surveiller ceux qui viendraient débarquer chez nous? Je crois que c'est une politique délibérée. En tout cas, moi, je l'interprète ainsi. C'est comme lors des printemps kabyles. Tout à fait. Ils ont tout fait pour que la France donne des visas exclusivement aux gens de Kabylie pour les exfiltrer, pour les envoyer ailleurs. D'abord, pour moi, à mes yeux, ces départs fonctionnent comme un régulateur du chômage. Vous partez ailleurs, vous n'êtes pas demandeur de travail, et n'y allez... Et vous n'êtes plus dans le Hirak. Oui, évidemment. Mais aussi une espèce de régulateur de la démographie. Parce que c'est des milliers de jeunes qui périssent ou qui partent. C'est autant de naissances qui ne se font pas en Algérie. Oui. Ils sont en train d'utiliser ce que Malthus a appelé les obstacles destructifs. Et les obstacles destructifs, à mon sens, nous y sommes. Et si, à Dieu ne plaise, il y avait une guerre dans notre environnement, cela servirait aussi, parce qu'il y aurait des morts, des milliers de morts, cela servirait aussi de ce que Malthus appelle les obstacles destructifs. À défaut d'avoir eu, pour limiter les naissances chez nous, parce que la croissance économique est extrêmement faible pour une population qui croît vite, des obstacles préventifs. Le pouvoir en place est en train de jouer véritablement un Méphistophélès. C'est extrêmement grave. Et le discours, nous viendrons à ce discours tout à l'heure, de Tebboune est significatif de ce point de vue. Moi, je vois encore quelque chose de plus grave. C'est que moi, ce qui m'étonne dans tout ça, c'est cette désinvolture avec laquelle il traite une crise pareille. Parce que moi, quand je vois ce qui se passe actuellement en Algérie, et notamment avec ce qui se passe avec les Harraga, moi, ça me fait penser réellement à l'exemple vénézuélien, où depuis 2015, il y en a certains qui disent que ça n'est pas la même chose, mais je vais vous expliquer que c'est vraiment, on a les conditions, toutes les conditions sont réunies pour arriver au même scénario. Peut-être pas de la même façon, mais on arrivera au collapse généralisé, c'est-à-dire à l'effondrement de l'État. Depuis 2015, au Venezuela, 20% de la population a quitté le Venezuela. Plus de 6 millions. Vers les pays frontaliers. Voilà, plus de 6 millions.
avec une moyenne de 5000 personnes par jour. Et lorsqu'on constate, lorsqu'on essaye d'analyser ce qui s'est passé au Venezuela, on voit que qu'il y avait deux raisons majeures. Ces deux raisons, actuellement, sont réunies, ces deux facteurs sont réunis en Algérie. Et on le sait, c'est une règle scientifique. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Qu'est-ce qu'il y a eu au Venezuela? Au Venezuela, il y avait deux phénomènes. Il y avait économiquement ce que les économistes ont appelé la stagflation, c'est-à-dire une stagnation de l'activité économique, plus non pas seulement une inflation, mais une hyperinflation. Ismaël Almas a fait le même pronostic que vous êtes en train de faire. Voilà. Il a dit, nous sommes en pleine stagflation. Voilà, donc stagflation, et donc ça c'est sur le côté économique, socio-économique. Si je peux permettre juste là, nous ne sommes pas dans la stagnation économique. C'est vrai, ça ressemble à la stagflation. Il n'y a pas de stagnation économique. Il y a un recul économique. Oui, c'est pire. Donc, on devrait inventer un mot. Donc c'est encore pire. Ouais. Sur le côté socio-économique, c'est encore pire. Sur le côté de la gouvernance, on voit justement la même chose qui s'est passée au Venezuela, c'est-à-dire une incapacité totale du système à prendre compte déjà de la réalité de la crise. Et donc, les mêmes effets produisant les mêmes causes produisant les mêmes effets, on y arrivera. Et ce qui se passe actuellement, ce n'est que le début. Et c'est pour ça, si vous me permettez de finir avec ça, la véritable force de frappe de l'Algérie, c'est ce qu'elle est en train de perdre, c'est sa jeunesse. Sa jeunesse d'abord comme potentiel, et surtout ces cadres qui sont à l'étranger, qui sont dans tous les domaines stratégiques, un peu partout dans le monde. Saignée. Par exemple, rien qu'en France, il y a 15 000 médecins algériens. Et qui pourraient être mobilisés pour la sauvegarde de la nation, de l'économie nationale. Actuellement, le régime est en train de faire une guerre à ses enfants. Très vite, parce que nous allons recevoir notre invité. Oui, juste ça sur les haragas. Parce que c'est un phénomène nouveau. Oui. À l'époque, les enfants ou les jeunes partaient malgré les parents. Oui. Aujourd'hui, les jeunes partent grâce aux parents. Ils les financent. Ils cotisent pour les aider à partir. C'est dire que les familles sont d'accord pour envoyer leurs enfants faire une traversée qui peut leur coûter la vie. Prennent des risques pour ne pas rester vivants. C'est dire la détresse. Hein. Alors, c'est extrêmement grave. Marie-Ange Colça est avec nous. Marie-Ange Colça, qui est présidente du Centre international pour l'identification des migrants disparus. Marie-Ange Colça, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci à vous de m'avoir invité. Merci. Alors, cette immense tragédie du côté algérien de l'émigration et de votre côté de l'immigration clandestine, comment est-elle lue en Espagne? Que pensent les Espagnols? Que pensent des militants comme vous qui vous mobilisez pour essayer non seulement de comprendre, mais d'aider ces jeunes malheureux qui échouent sur vos côtes? Alors écoutez, nous sommes toujours dans le déni quand une embarcation disparaît ou une embarcation chavire près des côtes espagnoles. Généralement, récemment, comme vous le savez, un nouveau drame s'est déroulé. Une embarcation dans sa totalité a fait naufrage, 14 personnes sont décédées. Donc évidemment, c'est épouvantable. La société espagnole, lorsqu'il y a, mais j'imagine comme n'importe quelle société, un tel drame qui se produit, la société en général se mobilise. Et puis les questions s'interrogent. Donc on s'interroge parce que nous sommes responsables. En Europe, vous savez, parfois les jeunes qui se trouvent dans le Maghreb ou dans les pays d'Afrique ont une image de l'Europe parfois qui n'est pas juste. Le fait de l'accueil, déjà pour commencer, le fait du travail sur place, la preuve en est que les politiques européennes ne facilitent en aucun cas l'obtention de visas. C'est ce qui provoque malheureusement le départ de beaucoup de jeunes via des voies extrêmement non sûres, qui sont très périlleuses et dangereuses. Et de plus en plus, si une voie se ferme, une autre s'ouvre. Et en ce qui concerne concrètement les Sahara, donc d'origine algérienne, donc nous avons eu une recrudescence entre le 1er janvier et le 30 juin de 20%.
Actuellement, les chiffres ont explosé. Les chiffres ont directement explosé. Nous avons une quantité de jeunes. Un lanceur d'alerte espagnol dont j'ai oublié le nom, qui est très connu en Algérie, qui est très près de ces problèmes, parle de 4 embarcations qui ont chaviré il y a 2 jours, je crois, avec une 50aine de disparus. Les passagers qui étaient d'une 50aine à peu près ont tous disparu. Vous pourriez confirmer... Alors, les lanceurs d'alerte. Oui. Je vous écoute, je vous écoute. Est-ce que vous pourriez confirmer cette information? Alors, écoutez, effectivement, le lanceur d'alerte, donc c'est notre représentant, notre délégation à Almeria, d'accord? Oui. Donc, il travaille pour le CIPIM. Alors, effectivement, 4 embarcations ont été portées disparues. Une, après 7 jours à la dérive, qui était partie d'Alger, qui allait destination les îles Baléares, fort heureusement, hier, en fin de journée, a été sauvegardée. Donc, les sauvetages espagnols ont pu les secourir. Donc, ils sont tous vivants, fatigués, bien entendu. Vous pouvez vous imaginer. Oui, mais pardon, il s'appelle Francisco Clemente Martin. Il a parlé aussi de ces gens qui ont été sauvés. Il lui parle de 12 dans une embarcation qui avait perdu son moteur. Mais il parle par ailleurs de la disparition d'une 50aine de passagers à bord de 4 embarcations. Oui, justement. Il le précise, il dit 50 disparus. Dans ces 4 embarcations, il y a celle qui a naufragé dans sa totalité. Donc, malheureusement, 14 personnes ont perdu la vue. Ça, c'est confirmé. Nous avons déjà, les corps ont commencé à être récupérés ici en Espagne. Une embarcation de 12 personnes pour nous, était complètement disparue, donc avait chaviré. C'est très rare, c'est un miracle qu'une embarcation, après 7 jours, soit retrouvée. Elle a d'ailleurs dérivé depuis les îles Baléares jusqu'à la région de Murcia. C'était l'une des embarcations qui était portée disparue. Une autre embarcation, nous savons qu'elle a déjà chaviré, donc avec 4 décédés, 4 personnes ont décédé, une survivante, le reste est porté disparu, et une autre embarcation que nous recherchons, qui dans sa totalité, nous n'avons aucune information connaissant cette information. Alors évidemment, beaucoup d'embarcations disparaissent, oui, effectivement, 50 personnes, vous savez, nous avons tellement de disparitions, parce que ça c'est un autre problème, des embarcations qui disparaissent dans leur totalité et qui ne sont retrouvées ni en Espagne ni sur les côtes algériennes. Hein. Donc c'est pour ça qu'on les appelle disparus. Disparus ne veut pas dire toujours morts. Hein. C'est des embarcations qui peuvent être interceptées tout au long de leur voyage. Si on peut appeler ça un voyage, j'appelle ça une traversée de la mort, hein, parce que 50% de possibilités, vous pouvez y rester. Donc, c'est pas un voyage. Hein. Donc, et ça, c'est un autre problème que je crois que les jeunes devraient connaître en profondeur lorsqu'ils s'engagent dans un tel périple. Alors, dites-moi, comment ça se passe pour les passagers, les harragas, qui arrivent à accoster et qui arrivent à accoster en Espagne et qui ne sont pas refoulés? Comment ça se passe pour eux? Ils vont dans un centre de rétention, ils sont libérés, ils peuvent prétendre à un emploi. Oui. Alors, non, les personnes qui ne sont pas refoulées donc, obtiennent une autorisation de circulation sur le territoire national, mais pour quitter le territoire, bien entendu, pas pour rester. Il faut savoir que les jeunes Algériens, le cas échéant, dans le quasiment 100% des cas, souhaitent partir en France. Ils ne souhaitent, l'Espagne n'est qu'un pays de traversée pour eux, n'est pas du tout la destination finale. Donc, les personnes qui ne sont pas refoulées dans des centres qu'on appelle de dévolution au pays d'origine obtiennent une autorisation de circulation sur le territoire pour quitter par leurs propres moyens le territoire national. Et c'est pour ça que la plupart d'entre eux donc, essayent d'arriver en France. Alors évidemment, ils quittent l'Espagne, donc ils doivent traverser toute l'Espagne avec ce que cela suppose. Et puis ensuite, ils doivent pouvoir entrer en France. Donc là, il y a encore un autre phénomène d'organisation mafieuse qui s'est organisée autour de ça, parce que c'est un négoce malheureusement comme un autre où il faut faire passer ces personnes jusqu'en France. Hein. Donc voilà, c'est les deux cas de figure. Ou vous êtes renvoyé dans votre pays d'origine, ou vous continuez votre voyage avec toutes les difficultés que cela suppose pour arriver jusqu'à votre destination finale, parce qu'ils ne souhaitent pas rester en Espagne. Tous les témoignages, tous les jeunes que j'ai eu l'occasion avec qui j'ai eu l'occasion de parler après la traversée d'origine algérienne ne souhaitent pas rester en Espagne. Contrairement aux Marocains ou d'autres nationalités, eux souhaitent continuer leur voyage jusque généralement en France.
Alors, Karim souhaite vous poser une question. Karim? Oui. Madame Marie-Ange Colsa. J'ai une remarque et une question. La première remarque, c'est par rapport à cette vision de l'immigration. J'étais très étonné d'entendre Madame Colsa dire que la raison principale du départ de ces jeunes Haraga d'Algérie était cette image qu'ils ont de l'Europe, de l'Espagne, du mode de vie, de cette réussite possible et tout ça, donc qui répond à l'ancien cliché de l'Eldorado. Et moi j'ai envie de dire qu'en réalité, il ne s'agit plus de ça. Ça n'est plus la recherche d'un Eldorado, mais la raison est plutôt dans la fuite d'un enfer. Et c'est là où vient ma question. Est-ce que en Espagne, la société civile maintenant prend conscience du lien de connivence qui existe actuellement entre les autorités espagnoles, par exemple, et plusieurs autres pays européens, et le régime algérien qui ne jouit pas actuellement d'aucune légitimité et que tout simplement ces jeunes sont en train de fuir? Madame Colsa? Oui, alors, écoutez, effectivement, les jeunes qui quittent l'Algérie le font parce qu'ils ne considèrent qu'ils n'ont pas de futur dans leur pays. Donc, c'est la principale raison de n'importe quelle personne qui souhaite migrer. Alors, effectivement, actuellement, l'Algérie, donc, il y a beaucoup de difficultés. Ici, en Espagne, ce que nous ressentons, donc je vous parle comme citoyenne espagnole, lorsque tous ces jeunes quittent un pays comme, parce que c'est vraiment l'exil. Là, on parle, en 2 week-ends, nous avons eu pas ce week-end dernier, mais le week-end d'avant et l'antérieur, 1700 Algériens sont arrivés sur les côtes espagnoles vivants. Donc c'est une telle quantité de personnes que même les autorités espagnoles, donc qui sont mais si on a réussi à les compter, ça veut dire que vous parlez de personnes qui ont été interceptées, mais vous n'avez pas compté tous ceux qui sont passés à travers les mailles du filet. D'accord, mais vous savez, il y en a actuellement il y a un tel contrôle, donc c'est difficile de passer dans les filets, dans les mailles de filet. Même si votre embarcation arrive à accoster sans que vous soyez intercepté soit par les sauvetages espagnols ou la marine espagnole, donc vous êtes intercepté en ville, parce que quelqu'un qui arrive déjà après une telle traversée, on voit parfaitement quand une personne vient d'arriver, donc c'est une personne qui est rentrée sur le territoire irrégulièrement, qui a été déambule dans la ville, simplement déambuler dans la ville, demander, il y a beaucoup de police, donc déjà passer à travers la maille du filet, sincèrement, c'est pas évident. Il y en a, bien sûr, Sachez que, bien entendu, lorsque vous avez autant d'embarcations qui quittent le territoire, généralement ils le font, la même chose au Maroc, précisément pour ne pas être interceptés par les autorités. Parce que si vous avez 80 bateaux ou 100 bateaux, par exemple, sur l'eau, évidemment, la marine ni les sauvetages espagnols ne peuvent répondre à toutes. Il y en a toujours 1 ou 2 ou 3 ou 5 qui arrivent à passer les mailles du filet. Mais lorsqu'elles arrivent à port, donc sur les plages, donc selon la plage, parce qu'en plus de ça, bien entendu, ils ne connaissent pas la géographie du pays, eh bien, lorsqu'ils arrivent en ville, la plupart du temps, ils sont interpellés par la police, oui. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe pour les personnes décédées qui sont repêchées? Elles sont placées dans la morgue, et puis après, est-ce qu'elles sont restituées au pays d'origine? Est-ce qu'elles sont inhumées sur place? Bien sûr. Écoutez, il y a 2 cas de figure. Dans le cas échéant, en ce qui concerne l'Algérie, dans le 99%, les dépôts ils sont donc identifiés par les familles. Donc, fort heureusement, nous arrivons à mettre un nom à cette personne parce que nous considérons que les personnes qui perdent la vie dans cette traversée, comme dans n'importe quelle circonstance, mais en particulier dans cette traversée, il faut leur rendre leur dignité. Et donc, les familles, premièrement, doivent savoir ce qui s'est passé. C'est pour ça que nous existons. Deuxièmement, nous devons rechercher et mettre tous les moyens de notre côté pour retrouver les familles. Vous savez, il vaut mieux savoir que votre fils ou votre fille ou votre proche malheureusement est décédé que de ne pas savoir et d'être là pendant des années sans savoir ce qui s'est passé. Et puis il faut essayer aussi d'avoir une réponse, comment cette personne a perdu la vie, dans quelles circonstances elle a perdu la vie, et surtout pour la famille, pour faire le deuil. Son corps, c'est extrêmement difficile. Donc c'est pour ça que nous travaillons pour que toutes les familles, cette personne qui a perdu la vie, jeune ou pas jeune, nous devons leur rendre la dignité. C'est la moindre des choses que nous devons faire. Et hélas, pas beaucoup d'organisations. Je crois que d'ailleurs nous sommes quasiment les seuls en Europe où nous faisons ce travail d'identification
des personnes disparues qui décèdent sur nos côtes. Si la famille, malheureusement, n'est pas retrouvée, parfois ça arrive, il y a des orphelins, enfin bon, il y a beaucoup de circonstances, cette personne est inhumée ici, donc en Espagne, sous un numéro de diligence du juge qui donne un numéro de dossier, et puis voilà. Parfois, des années après, il y a possibilité de retrouver parce qu'une famille arrive à retrouver notre organisation ou d'autres institutions qui peuvent faciliter à l'identification. Toutes ces personnes décédées, on leur prend donc bien entendu des échantillons d'ADN et autres pour pouvoir précisément, si quelqu'un de la famille apparaît et qu'on n'a pas pu dans le temps prévu à cet effet de l'identifier, eh bien d'attendre un temps raisonnable. Toutes les familles qui ont identifié leurs proches, le délai d'attente, surtout s'il y a échantillon d'ADN, malheureusement est extrêmement long. La réponse de l'Algérie tarde énormément à arriver lorsque la police espagnole, via Interpol, fait une demande de cotage, donc de faire un échantillon sur la maman du décédé. Hein. Donc, généralement, c'est très long. S'il n'y a pas possibilité d'utiliser une fiche biométrique, le temps d'attente peut aller jusqu'à 8 mois. Le corps n'est en aucun cas inhumé. En aucun cas, il reste donc jusqu'à la décision, donc jusqu'à l'arrivage des résultats. Et si, malheureusement, il est négatif, donc ce n'est pas cette famille, ça peut arriver, c'est très rare, mais ça peut arriver, et que donc on ne retrouve pas la famille, cette personne est inhumée. En aucun cas incinérée, l'Espagne interdit l'incinération sans le consentement de la famille. Si la famille n'est pas retrouvée, donc on ne peut pas. C'est aussi, je me permets de le dire dans votre programme parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui circulent dans les réseaux sociaux qui sont faux. Donc on n'incinère pas les personnes migrantes non identifiées en Espagne. Oui, mais si les délais algériens sont aussi longs et que le nombre de personnes décédées est aussi important, les morgues doivent être encombrées si ça dure autant de temps, 8 mois, 7 mois, 6 mois. Alors écoutez, actuellement nous avons un taux de réussite d'identification donc par fiche biométrique parce que généralement les corps sont relativement vite récupérés. Le problème, c'est quand le corps reste plusieurs semaines ou plusieurs mois dans l'eau. Donc là, évidemment, et ces cas-là, fort heureusement, nous n'en avons pas des dizaines. Hein. Donc les corps, généralement, sont assez vite récupérés lorsqu'il y a un naufrage. Donc l'identification se fait généralement assez rapidement puisque la famille reconnaît par les effets personnels, par les photos que nous envoyons directement à la famille. Donc ils arrivent à reconnaître leurs proches et donc l'identification peut être faite par fiche biométrique. C'est immédiat. Si nous avons l'identité de la personne par fiche biométrique, donc ça c'est très très rapide hein, via Interpol. Le problème c'est quand il y a un échantillon d'ADN à demander et là effectivement c'est plus long. Mais fort heureusement nous avons très peu de cas actuellement en cours d'identification par ADN. Alors une avant-dernière question. Pour les migrants algériens qui sont en Espagne, j'imagine qu'ils sont très nombreux, qui n'ont pas encore rejoint la France, leur destination finale. Ça se passe comment en termes de prise en charge quand ils sont malades, quand ils ont besoin de se nourrir, de se vêtir? Alors, toute personne arrivant sur le territoire national est immédiatement prise en charge donc, à leur arrivée au port. Donc, on leur fait bien entendu un examen médical complet. Si ces personnes ont des problèmes d'ordre de santé, ils sont tout de suite pris en charge donc, par les autorités espagnoles, le cas échéant, l'hôpital de la ville dans laquelle il est arrivé. Lorsque cette personne décide de continuer son voyage, alors tout au long de son périple, évidemment, fort heureusement, nous avons beaucoup d'organisations humanitaires qui se tiennent à disposition de ces personnes pour les aider. Aussi bien nous-mêmes, lorsqu'ils arrivent à port, la plupart du temps, on leur facilite des téléphones pour qu'ils puissent appeler dans le pays d'origine, parfois aussi un peu d'argent pour qu'ils puissent passer la première nuit. On leur propose aussi des endroits que nous avons par nos collaborateurs. Il faut rappeler que notre organisation, ce sont tous des volontaires, donc beaucoup de collaborateurs prêtent leur propre maison pour les loger, en tout cas pour passer la première nuit. Et puis ensuite, donc, on se charge de leur acheter, puisque la plupart du temps, ils ne peuvent pas loger dans des hôtels, puisque leur situation, bien entendu, est irrégulière. Et puis, donc, on leur facilite des noms d'organisations, d'associations tout au long de leur périple qui pourra les aider
en cas de besoin. Marie-Ange Colza, merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver une autre fois pour nous éclairer, nous dire ce que vous faites et nous vous en remercions beaucoup comme la plupart de nos compatriotes. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, merci. Alors, mes chers amis, nous allons d'abord voir encore monsieur... nous allons écouter des députés sur les Harraga. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les députés? 8. الحكومة لا تتحمل مسؤولية الحرقة لأن الحكومة وفرت فرص عمل وفرص استثمار وفرص كذا كذا. التربية من الآباء هي اللي ما عطاتش. الوالد هو اللي يحرض ابنه ولا بنته باش تحرق. هذا اسمح لي لازم في الحقيقة حتى القانون يكون بالمرس. المجتمع وكذلك الأولياء يتحملوا مسؤولية كبيرة على أولادهم بيتركوهم يعني يروحوا يحرقوا وراء البحار يعني واش راح يلقاو اللي وراء البحار ما يلقاو والو يلقاو يعني غير الشوماج يعني مسؤولية نتاع الأولياء مسؤولية نتاع حتى يعني المجتمع كاين بعض ربما بعض يعني المجموعات التي تشجع هذه الحرقة اللي في الأخير تكون يعني مأساة. أوروبا ماهيش جنة الجزائر هي جنة وضحوا عليها آبائنا المجاهدين والشهداء رحمهم. Tranquilo, 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 tranquilo. الحمد لله صبيان. الحمد لله. الحمد لله. Vous avez entendu l'Espagnol en train de pleurer, celle qui les filme qui disait tranquillo, elle pleurait. Ouais. Contrairement à nos députés. Qui n'exprimaient aucune émotion à l'égard de leurs compatriotes qui périssent en mer. Et vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure, tous les deux, sur comment ça se fait qu'une telle catastrophe, 50 morts en une fois, qu'il n'y ait même pas de condoléances, qu'il n'y ait pas la moindre allusion dans le discours de ce monsieur qui était en train de nous dire la puissance régionale, force de frappe, je ne sais pas quoi. Mais vous l'expliquez comment? C'est de l'indifférence, c'est quoi? C'est pire que de l'indifférence, je vous l'ai dit, c'est une politique. Délibérée? Moi je pense, je vous l'ai dit. Qu'est-ce que ça lui coûte de dire je présente mes condoléances? Est-ce que c'est un aveu d'échec pour lui, dans sa tête? Si je présente mes condoléances, c'est un aveu? Ces compatriotes qui périssent en mer ou qui partent ne sont pas même comptés parmi la population. L'essentiel de l'essentiel, c'est qu'ils s'en aillent. Ou s'ils restent à l'intérieur, c'est qu'ils doivent continuer de subir la situation économique, sociale qui est la leur. C'est les pseudo-députés que nous venons d'entendre sont en train de... D'abord, ils utilisent une langue de bois. Ensuite, comme d'habitude. Ensuite, ils jouent les Ponce Pilate. Ils s'en lavent les mains. Ouais. C'est la responsabilité des parents qui aident leurs enfants. Et d'autre part, ils ne remettent pas même la politique qu'ils mènent, eux. Parce que c'est une politique qu'ils sont en train de mener. Ces pseudo-députés votent, soi-disant, les lois, les programmes ou le programme du gouvernement. Or, nous savons que rien dans le budget n'est prévu pour la jeunesse, pour l'emploi de la jeunesse. Ah non, mais il prévoit, M. Tebboune, d'accorder une allocation chômage à tous les chômeurs. Mais les jeunes n'ont pas besoin d'allocation chômage. On va voir comment ça va se passer. Ils n'ont pas besoin d'allocation chômage. Ils ont besoin de travail. Alors, Karim, très vite, parce que sur cette absence de réaction des autorités algériennes, parce que nous devons passer... Je pense qu'on l'a déjà dit à plusieurs reprises sur ce plateau, c'est-à-dire l'une des caractéristiques principales de ce régime, c'est le déni de réalité.
il s'en lave les mains complètement. Il le fait d'ailleurs par la voix de ses députés. J'insiste sur ça. Ce sont les députés du système, pas du peuple. Donc ils ne se sentent pas concernés par les problèmes du peuple, même lorsque le problème est extrêmement grave. D'ailleurs, ils sont en train de blâmer tout simplement et de faire porter le chapeau à la société et aux parents de ces malheureux qui, rappelons-le, n'ont pas eu le choix et surtout n'ont pas chaque mois les revenus que ces pseudo-députés encaissent tous les mois. Donc le régime, il est dans le déni de réalité. Par contre, pour le fait de dire que l'immigration clandestine l'arrange, je pense que non. Parce qu'à court terme déjà et à moyen terme, ça va devenir un des gros problèmes de ce régime, comment le gérer, parce que ce régime, il faut le dire, a tout misé sur le blackout médiatique sur ce qui se passe en Algérie. Mais à un certain moment, il y aura des choses qu'il ne pourra pas cacher, et entre autres, ça sera l'immigration. Et là, par contre, je ne sais pas ce que j'aurai un tour de micro où je pourrais développer plus lentement autre chose. Oui, mais je tiens à dire maintenant à nos confrères algériens, parce que sincèrement, nous sommes très accablés par ces images. Ça n'est plus tenable, ce n'est pas possible. Moi, je me demande, je dis, le silence actuellement nous coûte beaucoup plus cher que l'action. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire à un peuple, à des familles qui regardent leurs enfants mourir en mer? Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Pourquoi nous ne faisons rien? Nous savons très bien que ce régime actuellement occupe par la force l'Algérie. Il domine le peuple par la force. Et c'est notre immobilisme qui lui donne ce qui lui reste d'énergie. Le régime, on se trompe, c'est un régime qui n'est pas fort. Ils ne sont pas forts. C'est nous maintenant qui sont actuellement, progressivement, et je m'inclus dans ça, nous devenons les complices de ce qui se passe actuellement aux Algériens. L'histoire nous jugera. Il faut qu'à un certain moment on bouge, pacifiquement bien sûr, politiquement, mais qu'à un certain moment il ne faut pas qu'on reste les spectateurs du malheur de notre nation. Alors nous allons écouter le président de la puissance régionale, État pivot, force de frappe. Regardez bien ces images. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ينقل إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية معمقة بناء على توصية الطاقم الطبي. Voilà. Lui, il va se soigner en Allemagne. Zariba, l'État pivot. Bon, alors, nous allons passer à un autre sujet, celui de la nomination du général-major Jabbar Mehenna, tristement connu pour avoir joué un rôle absolument tragique dans la décennie rouge. Il n'est pas le seul à être revenu aux affaires. D'autres généraux connus pour être des génocidaires, des criminels de guerre, des criminels contre l'humanité, certains qui s'étaient spécialisés dans l'exécution des hors extrajudiciaires qui comptent des centaines de personnes tuées de leurs propres mains. Ils sont connus, nous ne les citerons pas aujourd'hui, mais nous y reviendrons. Alors, M. Mehenna Jabbar, qui avait été mis en dépôt à la prison militaire de Blida pour trafic d'influence et enrichissement illicite. Il est resté à peu près une année ou un peu moins, puis il est sorti, mis en liberté provisoire par la justice militaire. Mais depuis, il n'y a eu aucun jugement. Il n'a pas été acquitté, il n'a pas été relaxé. Il est considéré par la justice comme étant toujours en liberté provisoire. Or, non seulement on le rappelle en activité, mais M. Tebboune, le président de leur République, vient de le nommer en tant que directeur d'une nouvelle direction au sein de cette chose qu'on appelle le DRS. Je ne sais même plus comment on l'appelle aujourd'hui, ça a changé de... Et c'est une direction autonome qui relève directement de l'état-major. Et cette direction, dont on ne connaît pas encore le nom, aurait pour principale activité l'antiterrorisme. Et nous avons même appris que M. Jabbar Mehenna était là en France il y a quelques jours. Il est venu, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, peut-être coordonné avec les vrais boss, on ne sait pas. Alors, sur cette nomination, messieurs,
Vous l'avez dit, c'est curieux. Je tiens à dire bonjour à notre ami Idir, qui n'est pas là. Oui. Nous pensons à lui. Oui, merci. Nous pensons à lui. Oui. Vous l'avez dit, il y a 3 ou 4 essentiellement, pour nous focaliser sur ces 3 ou 4 personnes, qui sont des criminels de guerre, voire de l'humanité. Et Djebar maintenant en fait partie. Je cite les 2 autres, Tartag, Bachir Tartag, et celui qu'on appelle Nasser al-Jinn, je crois qu'il s'appelle Abdelkader Haddad. Oui. C'est de véritables criminels, pour le moins de guerre. Or, ces 3 personnages, à l'exception de Bachir Tartag, ont été ou sont réhabilités d'une certaine manière par le système, par le régime. Par le rappel. Oui, par le rappel et leur blanchiment. Et leur blanchiment. Le blanchiment des crimes qu'ils ont commis. Pour ce qui est de Djebar Mahanna, c'est quelqu'un qui a tué, d'après des témoignages, des témoignages de certains de ses collaborateurs, assassiné des milliers d'Algériens, fait disparaître des milliers d'Algériens. Il est même soupçonné d'être à l'origine de l'enlèvement, voire de l'assassinat des moines de Tibheri. Oui, ça lui pend au nez en tout cas. Bon. Je rappelle qu'il y a eu 20 000 personnes disparues en Algérie. Entre 20 000 et 25 000 personnes. On dit du fait des forces de sécurité. Parce que les terroristes ne peuvent pas descendre du maquis, aller au centre-ville, taper à la porte, entrer dans la maison et enlever la personne des mains de ses proches. Les terroristes, comme vous dites, ont le dos très large. Oui. On leur fait porter tous les crimes. Ensuite, bon, si je devais le comparer à quelqu'un, d'une certaine manière, il serait le Mengele le tristement célèbre Mengele. C'est le Mengele. Mais encore que Mengele était médecin. Oui, bon, là non, mais parce que Mengele... Mengele faisait de l'expérimentation. Et il a fait de l'expérimentation aussi. Oui. D'un certain type d'expérimentation. L'expérimentation par le plaisir sadique. Voilà. Karim, mais d'abord sur cette question de comment peut-on rappeler à un tel poste quelqu'un sur lequel pèse encore une aussi grave accusation et qui est toujours en liberté provisoire. Expliquez-moi un peu. Parce qu'il y a des moments où on n'arrive plus à comprendre. Même en entrant dans la logique du système lui-même, on n'arrive pas à comprendre. On ne rappelle pas quelqu'un qui est en liberté provisoire pour lui donner une telle fonction. Je vous expliquerai que le jour où vous m'expliquerez, peut-être vous aussi, comment une personne qui a été condamnée à 20 ans de prison soit rapatrié en Algérie dans un avion présidentiel. À bord d'un avion présidentiel, M. Nazar. Voilà, donc ça et tapis rouge. On lui a déroulé le tapis rouge. Voilà. Et protocole militaire. Voilà. Donc, sur ces nominations, il y a 2 choses principales à dire. La première chose, c'est que ça prouve qu'en Algérie, la question des années 90 reste toujours centrale. C'est-à-dire qu'on elle n'a pas été soldée. Elle n'est pas soldée, on ne pourra pas tourner la page de cette manière. Et même les appels à la réconciliation, à plier la page définitivement, à essayer d'être dans le dépassement de cette période, qui ont été lancés avec plus ou moins de bonne foi par plusieurs acteurs, montrent actuellement qu'il n'était pas réaliste et que cette question-là, ce dossier-là ne peut pas être négligé. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, ça montre aussi quelque chose qui est aussi très grave, c'est que par ces nominations, on comprend que la solution politique s'éloigne de plus en plus. C'est-à-dire que ce régime n'est pas dans une perspective d'ouverture. Il n'est pas dans une perspective d'ouverture. Bien au contraire. Bien au contraire, voilà. Il est dans le durcissement absolu. Et ça a son sens quand on le prend à l'échelle de l'histoire.
parce que, on l'a déjà dit, on en discutait un peu dans les coulisses, on disait que l'une des solutions, l'une des portes par lesquelles ce régime aurait pu trouver une sortie honorable pour lui et ses hommes, c'était d'organiser une fausse période de transition ou une demi-période, avec une demi-solution politique. Mais l'histoire n'accepte pas ces fausses mesures. Et ce qui se passe en Algérie, à l'échelle de l'histoire, il a une importance vitale pour la nation. C'est pour ça que le régime maintenant, en allant dans le durcissement, il va obliger le peuple à prendre une position. C'est-à-dire, soit on continue dans le statu quo, qui est synonyme de soumission, d'attentisme, mais les Algériens, nous, tous, vont subir, nous subirons. Parce que ce régime-là, je vous donne une mesure, par exemple, qu'ils ont faite il y a quelques jours, en dehors de la création de cet organe sécuritaire supplémentaire. Ils ont aussi créé un organe de traitement, donc une agence, un organe de traitement des informations des passagers. Oui. Un organe de traitement, c'est-à-dire pour fliquer tout le monde. C'est du fliquage. Voilà. Donc ça montre... Et de la violation de la vie privée des tout citoyens. À fait. Ça veut dire qu'il y a une volonté d'aller vers un durcissement, vers une fermeture, un verrouillage total de la société. Et ceux qui pensent qu'actuellement que le silence pourrait les sauver, ou la neutralité, ou même la repentance, parce qu'il y en a maintenant qu'on voit qui parlaient, qui ne parlent plus, qui pourraient se dire que oui, ils trouveront que ce régime leur pardonnera et les laissera jouir de leur vie normalement en Algérie ou faire des allers-retours en Algérie. Nous leur dirons que non, que ce régime est un régime totalitaire, extrémiste, radicalement violent. Il est violent dans sa radicalité, il est extrêmement violent. Et un face-à-face politique entre le peuple et ce régime devient de plus en plus inéluctable. Et là, si vous me permettez juste une petite dégression pour revenir à la belle période du Hirak, pour ceux qui nous disaient pourquoi le slogan « l'indépendance », pourquoi le peuple crie à l'indépendance. C'est là que ce slogan a son sens maintenant. Eh bien, justement, et ce sera la dernière question autour de cette thématique, avant de passer à la suivante. Est-ce à dire, parce que pendant le Hirak, beaucoup de gens avaient reproché à Gaïd Saleh d'avoir complètement liquidé le DRS, et avant lui Saïd Bouteflika, que si le DRS était encore là, le Hirak ne serait pas passé comme ça. Il n'aurait pas pu fleurir autant, il aurait été coupé à la racine. Est-ce que ça veut dire que maintenant, pour prévenir un éventuel retour du Hirak, ce qui est absolument sûr et certain, certains parlent même du 5 octobre prochain, est-ce que ces dispositions se rappellent des généraux les plus sanguinaires de la décennie rouge? Est-ce que cela signifie qu'ils sont prêts à recevoir le Hirak comme il se doit, comme ils disent eux? Selon toute vraisemblance. Parce qu'ils savent que cette révolution n'est pas finie, qu'elle reprendra un moment ou un autre, et peut-être plus tôt qu'on le pense. Peut-être le 5 octobre, peut-être le 1er novembre, peut-être au lendemain du 1er novembre. Mais cette révolution, il est certain qu'elle reprendra son cours. Et elle reprendra son cours, à mon sens, non pas dans les formes qu'elle avait, mais dans d'autres formes. Parce qu'il y a ce durcissement, et plus que le durcissement, une répression féroce du pouvoir. Les révolutionnaires, les gens qui sont dans la révolution, aussi durciront, forcément. C'est une dialectique entre le pouvoir répressif et la révolution. Mais est-ce qu'il faut craindre de la violence? Cela pourrait y aller.
Cela pourrit. J'entends de la part des hirakistes. Oui, mais les hirakistes, comme vous dites, se défendront. Ils ne peuvent plus rentrer à la maison. Ils sont à la maison aujourd'hui. Nous savons pourquoi. À cause de la pandémie, mais aussi à cause de la répression. De la subversion. Et qui frappe, de la division. Bien sûr, qui frappe des individus. On est en train d'instaurer un climat de terreur, et ce climat de terreur va à un moment ou à un autre se retourner contre eux. Parce que la population ne va pas solder 2 années de révolution comme cela. Je ne le crois pas. Je ne le crois. Quant aux listes dont parlait Karim, elles existent ailleurs, mais dans les pays démocratiques. C'est vrai que les compagnies nationales, même certaines compagnies privées, donnent à certains États la liste des passagers à bord. Mais ce n'est pas cette mesure. La liste des passagers à bord, bien sûr, elle est transmise aussitôt que l'avion prend le... Tout à fait. Mais ce n'est pas de ça. Non, non, ils vont fliquer les gens, donner des informations sur les gens, leur filiation, comment ils s'appellent, où ils vont, où ils habitent. Ça, c'est autre chose. On parle du traitement. C'est un traitement de renseignement. Oui. Voilà. Et qui va certainement atterrir dans des centres d'exploitation de l'information. Vous savez très bien que dans les appareils, dans les aéronefs, ils ne savent pas où vous habitez, ils ne savent pas où. Vous avez un billet d'avion où il n'y a pas votre adresse, il y a votre nom évidemment, il n'y a pas votre adresse, il n'y a pas de... La carte que vous remplissez, si. La carte d'accès. Oui, mais c'est la police qui l'a. Remplir. C'est la police qui l'a. Oui. C'est la police. Donc la police a tous les éléments. Ça ne se passe pas dans l'aéronef. Ça ne se passe pas dans les avions. Moi, je n'ai pas encore. Je ne pourrais pas vous répondre parce que je ne suis pas encore suffisamment renseigné. Non, c'est comme ça que ça se passe. Franchement, c'est beaucoup plus grave que ça parce que après c'est un sujet à part parce que en fait il faut voir la nature de cette agence. Par exemple, cette agence dans les pays démocratiques, par exemple, elle n'est pas gérée par le ministère de la Défense. Non, elle est gérée par le ministère de l'Intérieur. Voilà. Oui, ici, là, le cas échéant, là, elle est gérée par... Alors, il nous reste 5 minutes pour traiter d'un sujet, et je reviens d'abord à Brahim Younsi, puis je donnerai le mot de la fin à Karim. Au sujet de ces arrestations, l'ex-ministre des Finances, qui est votre ami, que vous avez connu, le Bedoui, l'ex-premier ministre, qui est mis sous contrôle judiciaire, et d'autres qui ont été arrêtés, comme l'ex-Walid de Tizi Ouzou, je ne sais pas comment il s'appelle, et d'autres encore qui ont été arrêtés, qui sont sous mandat de dépôt. Des condamnations qui sont tombées, comme celle de Melzi ou Yahya Sellel, qui doivent cumuler quelque chose comme un siècle de prison. Alors, sur ces arrestations, et notamment celle de l'ex-ministre des Finances et ex-gouverneur général de la Banque d'Algérie, si je ne m'abuse. Gouverneur général, il y en a gouverneur, pardon. Gouverneur. Et il était président directeur général de la BEA, de la Banque extérieure d'Algérie. Moi, je l'ai connu à l'école. Nous étions des condisciples, des camarades d'école. En 1955, j'ai connu Mohamed Loukal. Puis, nous étions devenus des amis de longue date. Pendant plusieurs années, nos relations se sont interrompues. J'ai interrompu mes relations avec lui. Mais ce que je peux dire de Mohamed Loukal, je m'étonne sincèrement de ce qui lui arrive. Quand je dis de ce qui lui arrive, non pas de l'ascension, parce que c'était un travailleur, un grand travailleur, pas de son ascension, y compris politique. Et je m'étonne effectivement qu'il soit entré par cette porte-là dans le politique parce qu'il est devenu ministre des Finances. Parce que la politique, il a fuyé. Et ça, quand nous en parlions à Alger, quand j'étais à Alger avant 1976, quand nous nous rencontrions, il avait peur de parler de politique. Une peur. Et ce qui m'étonne le plus, c'est que il est accusé, entre autres choses, d'abus de pouvoir. Moi, j'avais connu un Mohamed Loukal très timide. Abus de pouvoir dans le sens où
il recevait des coups de fil, bon, des gens qui ne vont pas le reconnaître, pour lui justement, dire donne un crédit à Kouninef, donne un crédit à Haddad en millions de dollars, donne un crédit à XYZ, tel capitaine d'industrie. Je ne veux pas le diminuer. Ouais. C'était un ami. Je ne veux pas le diminuer, mais il avait des faiblesses. Il avait des faiblesses. On a abusé de l'autre côté de sa faiblesse et de son désir, de son envie de parvenir. Je ne dis pas que c'est un parvenu, mais en tout cas, il avait une très grande ambition. Ceci dit, sa famille est connue à Bab el-Oued comme une famille de militants d'abord du FLN, et puis une famille très honorable, de petits commerçants très honorables. Karim, le mot de la fin, en 2 minutes. Juste une petite remarque avant d'aller à mon propos. D'Abrahim Youssi, il a montré maintenant le gentleman. Je salue en vous l'ami qui défend ses amis même dans les moments les plus difficiles. Une qualité plutôt rare. C'est très bien, en effet. En fait, pour revenir à la situation actuelle, même si elle est sombre en réalité, mais à mon avis, je pense que le Hirak, la révolution, elle n'est pas finie, elle va reprendre. Mais il y a des choses qu'on doit faire. Et je pense qu'un bilan et un état des lieux s'impose pour nous, pour le côté des révolutionnaires pacifistes, pour les hirakistes, le peuple du Hirak, pour sortir de cette situation. Et le bilan, il est simple à établir. Ce régime, je maintiens et je le dis, est très faible en réalité. Si on regarde par exemple les arrestations à Kharrata, j'ai eu des informations, apparemment ils ont dû mobiliser 2000 policiers pour arrêter quelques dizaines de personnes à Kharrata. Ces 2000 policiers, ils ne les ont pas pris de la région seulement. Ils ont dû faire une mobilisation nationale pour avoir ces 2000. Ça veut dire que lorsque le peuple sortira dans toutes les villes, ils n'auront jamais la force pour le contenir déjà. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, même lorsqu'on se positionne d'un point de vue global, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le régime actuellement, c'est lui qui est acculé, non pas le peuple. Le régime est dans l'urgence. Le peuple est dans la durée. Le régime est vieillissant. Il est d'un autre âge. Même ses procédés, même son intelligence, c'est une intelligence révolue. Le peuple est jeune, il est dans la jeunesse, il est dans l'inventivité, l'innovation. C'est pour ça qu'il ne faut pas tirer vraiment, qu'il ne faut pas se sentir en position de faiblesse. Je pense maintenant qu'il faut penser avoir 2 axes d'action. D'abord, préparer sérieusement le retour des mobilisations avec tout ce qui s'ensuivra, avec un projet politique, une représentation, avec beaucoup de sérieux politique. Et d'un autre côté aussi, je fais un appel à tous les Algériens, à toutes les compétences algériennes qui sont en Algérie et surtout celles qui sont à l'extérieur, de commencer à préparer l'alternative, préparer avec vos compétences, faites le diagnostic, chacun dans votre domaine, faites un diagnostic et mettez-le dans un tiroir, dans un coin. Un jour, l'Algérie aura besoin de vous. Merci Karim Naïtou Slimane, merci Ibrahim Younsi, merci à Marie-Ange Kolsa, merci à Chaban Qassi, merci à vous chers amis de nous avoir suivis. Khawala khair, bislama.